L'eau. Pour nous occidentaux, nous ne nous posons même pas la question. On en consomme quand on veut, voire trop. C'est une évidence dans notre quotidien. Peu de gens se soucient réellement de l'utilisation qu'il en fait. Pourtant, c'est un élément duquel on ne peut pas se passer. Question de survie après tout. Et si du jour au lendemain, cette eau disparaissait sans prévenir ? Que ferions-nous ? Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de cette chaîne. Pour cette première vidéo, on va parler de livres et plus particulièrement de littérature ado d'un côté, mêlée à de la dystopie et à du post-apocalyptique. Donc accrochez-vous parce que ça va être sympa. Pour tous les novices sur cette vidéo en littérature, je vais essayer de vous définir en 3 mots, 4 mots, le genre de la dystopie. C'est le bordel. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez un exemple de très gros classique qui vous parlera, 1984 de George Orwell. Je pense que Big Brother, ça va vous situer. Pour résumer le genre en très grosses lettres, la dystopie, c'est finalement l'apocalypse dans toute sa splendeur, oui. Donc sociétale, environnementale ou même médicale. Quand on parle d'apocalypse, on a généralement la grosse idée qui vient, qui est disparition de l'électricité. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment on ferait s'il y avait plus d'eau ? Ça paraît quand même beaucoup plus grave que l'électricité. Revenons-en un peu plus à Dry et parlons un petit peu de ce que c'est. Dry, c'est pas vraiment un roman post-apocalyptique, mais plutôt un roman apocalyptique. En fait, on sait pas vraiment ce qui se passe après, en tout cas c'est pas le gros thème principal, mais ce qui est vraiment important c'est ce qui se passe pendant le bordel. On vit l'histoire au travers des yeux d'une jeune fille qui s'appelle Alyssa. C'est un personnage assez classique dans sa construction, une jeune fille qui vit avec ses parents, son petit frère, dans une ville assez banale, pour qui tout se passe bien et qui du jour au lendemain voit sa vie totalement retournée. Et c'est ça qui permet au lecteur de vraiment rentrer dans l'histoire et s'identifier à l'horreur des événements. Parce qu'en suivant une jeune fille innocente qui ne comprend pas ce qui se passe, le lecteur est plongé dans l'apocalypse par l'incompréhension et par la peur. Évidemment, comme dans toutes les dystopies, on retrouve d'autres personnages, passant donc par cette jeune fille banale, mais aussi par l'enfant, par une rebelle, par un mec très préparé et par un autre beaucoup plus malhonnête. Le post-apocalyptique est aussi présent dans le livre, bien que assez secondaire et finalement pas très important. On y voit dans le roman un moment précis, une tentative de reconstruction de société qui peut faire penser au genre post-apocalyptique, et qui va vraiment parler de thématiques beaucoup plus humaines. Si Dry aborde des thématiques humaines tout au long du roman, puisque c'est la question qui revient le plus. On y voit aussi la fin de l'apocalypse, puisque oui, le roman se termine sur une fin d'apocalypse. En fait, on n'est pas sur un roman qui a une fin ouverte. Et cette fin d'apocalypse montre un changement chez certaines personnes, et pour d'autres, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais on va revenir sur ces thématiques un peu plus axées humains dans la seconde partie de la vidéo. Si je devais résumer, je trouve que comme dystopie, Dry est un bon roman pour le débuter. Parce qu'en fait, en 500 pages, ce qui n'est pas extrêmement long, surtout que l'écriture est assez grosse, on retrouve des grosses thématiques de la dystopie abordées en embrassant plein en fait. On a de la dystopie apocalyptique, on a un peu de post-apocalyptique et on est quand même sur le thème le plus important de l'apocalypse, c'est-à-dire l'humain. C'est plutôt un bon mélange qui fonctionne bien et qui marche d'une façon assez originale. On n'est pas sur un roman ado classique avec des codes classiques parce qu'en fait il y a plein de choses qui changent un peu des dystopies ado dont on a l'habitude. Mais on va revenir sur ce genre qui est le genre adolescent tout de suite.
Alors, le roman ado, c'est finalement la chose que j'ai le plus répétée depuis le début de cette vidéo, peut-être, hein, avec le mot apocalypse, mais bon, c'est un petit peu normal. Pourtant, je n'aime pas du tout ce terme. Voilà, ça c'est dit. Je trouve que classer des romans par âge ou par genre pour certaines classes d'âge, c'est vraiment ça, c'est beaucoup trop normé et c'est beaucoup trop codifié. Si tu as envie de lire un livre classifié jeunesse, je ne vois pas le problème, et d'ailleurs je ne vois même pas pourquoi c'est classifié jeunesse. N'importe qui et n'importe quand, on peut aimer un livre quel qu'il soit en fait. Qu'il soit jeunesse ou qu'il soit classifié adulte, peu importe, et je déteste qu'on dise que c'est pour un public ado. Quand je parle de romans ado, je vais plutôt parler des personnages qui sont dedans en fait. Parce que oui, Dry, c'est un roman qui ne contient que des ados, sauf un enfant. Bon, en gros, les adultes on les oublie un peu. Sauf quand on voit la reconstruction de la société. Ce que j'ai envie de dire un petit peu, c'est justement que je trouve que Dry casse un peu le code ado. J'ai lu énormément de dystopies, c'est mon genre préféré, et j'ai lu beaucoup des dystopies dites pour ados. Dans toutes, j'ai retrouvé un peu les mêmes codes et un peu, parfois, les mêmes problèmes. Je trouve que parfois, ne mettre que des ados dans un roman, ça peut créer des choses assez immatures et un peu agaçantes parfois. On est quand même dans de la dystopie, c'est-à-dire un genre qui ne ménage pas ses personnages, et pourtant, dans certaines dystopies ados, j'ai l'impression que c'est un peu facile pour eux. Dans le sens où, ils grandissent pas. Et ce que j'aime bien dans Dry, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on a des personnages qui sont obligés de grandir vite. C'est pour ça que les personnages de Dry, avec cette poussée de croissance qui est causée par le manque d'eau, va créer des thématiques beaucoup plus universelles et humaines, et surtout des thématiques très matures au sein même de réflexions d'adolescents. Le personnage d'Alyssa en particulier, j'en parle parce que c'est celle qu'on voit dès le début, c'est un personnage qui va perdre tout. Et quand je dis tout, je parle même de ses espoirs. Pourtant, elle va garder une sorte de farouche envie de rester en vie. Et on va vite comprendre qu'elle ne souhaite pas rester en vie pour elle-même, mais bien pour son petit frère. Ces émotions-là et cette volonté qui est si forte chez elle est tout à fait humaine et très intemporelle. On peut la retrouver dans plein d'autres personnages, et ici je trouve ça très intéressant. Faire un couple frère-sœur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout quand c'est petit frère, grande sœur, et je trouve qu'ici c'est très bien traité, parce que réellement je pense que s'il n'y avait pas eu ce petit frère, Alyssa serait probablement morte très vite. C'est vraiment cet amour pour lui qui la garde en vie, et c'est un très joli signe d'amour et d'humanité. Son petit frère, lui, est assez opposé à Alyssa, puisque lui, qui est un enfant et qui subit cet apocalypse, va prendre les choses dans un tout autre tournant. Lui, ce qui va l'inspirer, c'est la violence et l'envie de tuer, l'envie de gagner. Le principal qui va revenir dans la bouche de cet enfant, c'est la vengeance. C'est très intéressant de voir que le personnage peut-être le moins humain de tout le roman, c'est un enfant. J'aimerais maintenant parler d'un autre personnage que je n'ai pas encore abordé, mais qui est un des personnages centraux également du roman, que j'ai précédemment appelé le préparé. Ce personnage s'appelle Kelton. Kelton, c'est celui qui avait tout préparé. En tout cas, donc ses parents avaient tout préparé. Dans sa maison, il y avait un bunker, et il avait même un bunker plus loin, où il comptait aller avec ses parents pour se protéger de l'apocalypse. Pour son père, c'était quelque chose qui devait arriver, et qui est donc arrivé. Il avait raison. Pour autant, c'est celui qui va perdre toutes ses certitudes. C'est un garçon qui va connaître le plus grand moment de remise en question de toute sa vie, après la mort de son frère. Le meurtre revient énormément dans le personnage de Kelton.
C'est un thème assez central de la dystopie parce qu'on se pose toujours la question de est-ce qu'on doit tuer ou est-ce qu'on doit rester le plus humain possible. Et pour Calton, c'est peut-être la pire question qu'il puisse se poser. C'est une question qui va le rendre totalement animal, parfois très renfermé sur lui-même et surtout très prudent. Il va rester vraiment en arrière et va avoir beaucoup de mal à créer des liens. Et d'ailleurs, ce personnage qui a autant peur de faire souffrir et de tuer est le seul personnage à connaître véritablement cette espèce de pulsion meurtrière et de vengeance qui va le rendre totalement animal et qui va lui faire avoir peur de lui-même. On est dans une société où on va voir les hommes redevenir totalement animal d'un coup, parce qu'il n'y a plus d'eau. Ils deviennent totalement égoïstes et ne pensent qu'à récupérer de l'eau pour eux-mêmes et sont clairement prêts à se battre, à faire du mal, voire même à tuer. C'est une vision extrêmement pessimiste de l'humanité qui est développée dans Dry, vision assez pessimiste qui revient dans la plupart des dystopies, en tout cas au début des dystopies. Parce qu'encore une fois, code de la dystopie, la fin est plutôt heureuse. On est sur une fin, comme je le disais, ouverte et pas tellement ouverte. Parce qu'on sait comment l'apocalypse se termine, mais on ne sait pas comment la vie des personnages va évoluer. C'est une fin que je trouve très intéressante parce que, à la fin du roman, comme s'il ne s'était rien passé pour tous les adultes. Les seuls personnages qui ont des traces de cette perte d'eau, c'est Alyssa, Calton, son petit frère. On sent bien qu'autour d'eux, pour tout le monde, la vie est redevenue comme avant. Ils ne sont pas marqués, alors que pour certains, ils ont commis des choses impardonnables. Même en ayant vu le pire d'eux-mêmes, c'est comme si la vie reprenait son cours normal. Mais nos trois personnages principaux nous laissent une fin un peu tendue où ils nous font comprendre qu'ils ont peur que ça recommence. Pour eux, c'est un événement qui aura marqué leur vie, qui les a fait grandir, mais qui leur laisse aussi un goût particulièrement amer. Si on parle de roman d'ado, on peut clairement dire que cet apocalypse, c'est un peu comme le passage de l'adolescence vers l'âge adulte, où on perd un peu nos espoirs et tout semble être une désillusion. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout si vous êtes encore là. Vous l'aurez compris, je vous conseille de lire Dry si vous commencez la dystopie ou si vous voulez commencer à lire. C'est pas particulièrement difficile, mais c'est un bon roman et c'est un bon moment à passer. Je vous reviens bientôt sur YouTube avec de nouveaux univers à vous faire découvrir. Et en attendant, je vous laisse vous plonger dans toutes sortes d'aventures, qu'elles soient réelles ou imaginaires, que ce soit dans des livres ou dans des jeux. Ça, vous faites comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse boire un coup et essayer de vous remettre de vos émotions. Ciao. Bah non, soif!